Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et ravi de vous retrouver pour une deuxième saison d'Avec vous au quotidien, le magazine qui vous est proposé par vos chaînes locales en partenariat avec Notaire et Breton, un magazine qui chaque mois répond à vos questions, à vos préoccupations de tous les jours au sein de vos familles. Nous allons parler en ce mois de septembre d'habitat et pour être plus précis, d'habitat de demain. Quels sont les enjeux en la matière au regard de l'augmentation de la population dans notre région, du contexte de tension sur les matériaux et surtout face aux défis du changement climatique et aux nouvelles injonctions législatives. Alors nos invités sont prêts, ils sont autour de la table, nos reportages prêts à être lancés depuis la régie, alors allons-y. Marie-Caroline Thébault, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vice-présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Bretagne. En face de vous, nous avons Vincent Lemay, qui est notaire à Rennes. Bonjour Vincent. Vous allez donc tous les deux nous éclairer sur ces enjeux concernant l'habitat de demain. Alors qui dit habitat, dit peut-être déjà habitant. Avant de se projeter, Vincent, peut-être un mot du contexte régional en la matière. La Bretagne est une terre attractive, ça on peut le confirmer. Alors c'est une terre attractive et puis il faut commencer par donner quelques chiffres. Déjà au niveau de la démographie, la région Bretagne aujourd'hui c'est 3 350 000 habitants. Les prévisions de l'INSEE, c'est à peu près 500 000 habitants en plus à horizon 2040. Alors on est dans un contexte où comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accueillir 500 000 personnes en plus d'ici 2040 et puis comment est-ce qu'on adapte le logement, l'habitat de demain avec les contraintes environnementales, légales, pour accueillir tout le monde d'ici 2040 dans un habitat qui soit plus décent, plus respectueux de tous ces enjeux. Il y a des zones quand même plus attractives que d'autres dans notre région, j'imagine que oui. Alors, la Bretagne, ça attire, mais ça attire de façon différente. C'est-à-dire qu'on va avoir des grosses zones métropolitaines. Alors je pense à Rennes, je pense également à Nantes, qui fait partie de la Bretagne historique, puis également toutes les préfectures, sous-préfectures qu'on peut rencontrer en Bretagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis à peu près une dizaine d'années, on a à peu près 8 à 10% de franciliens. Alors, c'est un petit peu un mythe comme de considérer qu'on a une invasion des Parisiens, des franciliens sur ces grosses métropolitaines. On va dire que le pourcentage est à peu près le même depuis une dizaine d'années. 8-10% donc. 8-10%. Alors sur le littoral, c'est un petit peu différent. On a eu un littoral breton où on a beaucoup de franciliens qui ont investi depuis des années, notamment depuis la crise Covid. Ça, c'est les chiffres qu'on a au niveau de la région sont clairs à ce sujet. Du coup, une pression, malgré tout, vous le disiez, sur le logement. Il va falloir construire, reconstruire, peut-être, on va le comprendre avec vous, Marie-Caroline Thébault. Les architectes sont forcément très mobilisés sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est quoi vos sujets de préoccupation, si on peut les balayer un petit peu rapidement? Effectivement, Aurélie, en fait, le secteur de la construction représente à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre, 2 tiers des déchets en France. Donc ces chiffres sont importants et nous, notre rôle architecte, c'est d'apporter des solutions face à ces crises environnementales, mais aussi sociétales, crise des matériaux et de tout ce qui touche l'environnement. On a parlé de la zone littorale qui attire. Là, il va y avoir aussi un enjeu important au vu du réchauffement climatique qui nous impacte. Effectivement, les chiffres du GIEC nous annoncent des hausses du niveau de la mer très importantes qui pourraient importer sur 860 communes, 165 000 bâtiments et plus de 1,4 million de Français qui seraient impactés en fait, par cette montée des eaux. Voilà, donc des défis architecturaux qu'il va falloir relever, on l'a bien compris. Alors, ce contexte, il contraint forcément le secteur. On va parler dans un instant de la fameuse loi climat et résilience qui est entrée en vigueur en août 2021. Mais avant ça, une première incursion sur le terrain avec ce reportage d'Emilien Bernard. Pour répondre aux nouvelles normes environnementales de construction, la RT 2020, mais aussi à une forte demande des acheteurs pour des habitats plus écologiques, eh bien les constructeurs se tournent de plus en plus vers des matériaux biosourcés. Un retour vers des méthodes traditionnelles qui sont parfois complexes à mettre en œuvre. Exemple à Rennes et Chavagne avec 2 projets qui innovent dans ce domaine. En bordure du quartier de Beauregard à Rennes, ce chantier cache une innovation majeure en Bretagne. En 2023 s'élèvera ici le premier immeuble de 6 étages entièrement en ossature bois. La méthode est ancestrale, mais toujours aussi performante. Le bois est un matériau très performant d'un point de vue structurel grâce à ses propriétés mécaniques. Par exemple, une poutre de 3 mètres pour supporter un poids de 20 tonnes pèse 60 kg si elle est en épicéa, 80 kg si elle est en acier et 300 kg si elle est en béton. Pour s'adapter aux normes actuelles, le promoteur a dû réinventer un savoir-faire disparu.
Bois, chanvre ou terre crue, ces matériaux longtemps considérés obsolètes sont désormais à la pointe de l'innovation. Comme ici, à Chavagne, où bailleurs et constructeurs se sont retrouvés pour la pose de la première terre. Au niveau des modes constructifs, on avait comme ambition de vraiment utiliser la terre pour ce dont on pense qu'elle est douée, c'est-à-dire porter. L'avantage de la terre, c'est que ça permet de régler l'hygrométrie de la maison, ça permet d'améliorer la qualité de l'air aussi, naturellement, et surtout de travailler sur l'inertie. On se retrouve avec des logements qui vont avoir une température intérieure quasiment constante. On produit des logements pour des habitants qui y habiteront, donc on pense à leur qualité de vie et puis on pense aussi à la maîtrise de leurs charges et puis on pense à la planète bien évidemment. Et contrairement au bois dont le coût explose, la terre prélevée sur place lors du creusement des fondations est une ressource inépuisable et gratuite. Pourtant, construire en pisé reste aujourd'hui plus onéreux. Ici, 50% de l'opération a été financée par des subventions, notamment de Rennes Métropole. Les entreprises capables de porter de tels projets restent rares. Ici, on est associé avec une petite entreprise complètement spécialiste de la terre et qui collabore avec nous pour réaliser ces murs. Mais demain, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de pouvoir demander à nos ouvriers de maîtriser aussi bien des matériaux comme la terre, le bois, l'acier, aux côtés du béton armé. Pour les principaux constructeurs, le marché est potentiellement gigantesque. Selon la Fédération bretonne des filières biosourcées, la moitié des logements individuels de la région pourraient être construits en terre. Marie-Caroline Thébault, sans entrer dans les détails techniques, on en a un peu parlé dans ce reportage, ces matériaux, que ce soit le bois, la terre, le béton de chanvre, ce sont des matériaux qu'on vous demande d'intégrer de plus en plus souvent dans vos projets? Effectivement, Aurélie. En fait, ce sont des matériaux, donc, comme tu le disais, biosourcés, géosourcés, qui sont des matériaux de construction de l'ancien temps. C'est-à-dire que la terre, le bois, c'est comme ça qu'on construisait avant. Sauf que là, maintenant, on doit l'adapter aux techniques, aux DTU actuels de la construction. Et ça ne se fait pas sans peine parce que finalement, il faut repenser à la fois toutes les filières d'approvisionnement, mais aussi les compétences humaines. Effectivement, en fait, ce qui est presque le plus compliqué, c'est il faut trouver en fait il faut former les artisans qui ne le sont plus. Il faut que l'État continue à développer ces filières qui ont été Oui, oubliés finalement. Et les soutenir aussi financièrement. On entend dans le reportage qu'il faut encore des aides pour pouvoir construire ce type de bâtiment. Exactement. Il faut des aides pour lancer et puis après, ça deviendra la norme et ça deviendra l'utilisation de tous les jours pour construire. Ouais. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être des surcoûts que ça engendre sur un projet comme celui-là? On imagine que ça coûte un petit peu plus cher de mettre en œuvre ce type de matériaux. En fait, actuellement, peut-être que ça coûte un peu plus cher. Il faut penser aussi à la facture énergétique dans des années à venir, en fait, de l'usage du bâtiment. Ouais, sur le long terme. Sur le long terme. Et après, une fois que ça sera un peu plus démocratisé, que ce sera revenu en fait, un peu au bout du jour, ces techniques-là, elles ne coûteront pas plus cher qu'ailleurs. Comme on le disait dans le reportage, la terre, elle est issue du site pour faire ces logements à Chavagne. Vincent, un petit mot du cradle to cradle, c'était quelque chose qui vous intéressait particulièrement? Alors déjà, la traduction de cradle to cradle, ce serait bien. Ça veut dire du berceau au berceau. C'est-à-dire que c'est une faculté qu'ont les constructeurs, les promoteurs, de faire une construction avec des matériaux qui sont intégralement ressourçables ou plutôt qu'on peut réutiliser des années après. Donc ça coûte effectivement plus cher lors de la construction, mais la possibilité, c'est de revaloriser ces matériaux à l'issue de la construction. Je ne sais pas, horizon 30 ans, lorsqu'on démolit, on pourrait recycler ces matériaux. L'enjeu, c'est quand même de passer à une échelle assez grande, c'est-à-dire qu'effectivement, la maison individuelle, c'est bien, mais sur du collectif, il y a des vrais enjeux importants, j'imagine. Alors, ce sujet de cradle to cradle a été mis en place par certains sièges qui ont voulu effectivement avoir une étiquette plutôt verte sur leurs sièges sociaux, etc. Mais ça coûte encore très cher. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est le coût immédiat que ça représente et pas une vue sur le long terme en disant est-ce que demain, finalement, les matériaux que j'ai mis en place dans mon opération seront recyclables, donc auront une valorisation à la sortie.
Ça fait une transition parfaite pour parler de la loi climat et résilience. Vincent, peut-être nous dire un mot de son contenu pour nous expliquer un peu de quoi il retourne. Alors cette loi elle est entrée en vigueur en août 2021. Il y a beaucoup d'enjeux. Le but comme ultime, c'est d'une diminution des gaz à effet de serre à horizon 2030 de 55%. Alors il y a plein d'items. Je vous donne en vrai quelques items, puis on va revenir après sur un sujet qui est particulier, qui concerne vraiment l'artificialisation des sols. Donc on a la consommation, la production, le travail, les déplacements pour des déplacements doux. Alors je pense au vélo électrique, bien sûr. On a des primes dont on parle souvent sur cette émission, de vente de véhicules pour avoir des primes d'acquisition de vélos électriques, par exemple. On a également une meilleure alimentation, l'absence de publicité sur les énergies fossiles, l'absence de publicité également dans les boîtes aux lettres sur le papier. Voilà des choses qu'on voit quotidiennement. Et donc sur l'habitat, il y a donc cette fameuse zéro artificialisation des sols, la ZAN comme vous l'appelez. De quoi il retourne là, exactement? C'est assez transparent, on va dire, dans le titre quand on parle d'artificialisation des sols. Alors, la ZAN, c'est la zéro artificialisation des sols à horizon 2050. Alors, on parle de net, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que Marie-Colline pourra en parler tout à l'heure, mais on va reconstruire la ville sur elle-même. C'est-à-dire qu'on va arrêter de développer. La définition de l'artificialisation des sols, c'est l'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire de pouvoir laisser finalement les pluies, les eaux, se diffuser dans le sol de façon naturelle pour éviter qu'on ait, par exemple, des crises qu'on peut voir souvent à l'automne dans le sud de la France, des épisodes Cévenol avec les dégâts que ça engendre dans une logique en plus où on voit un réchauffement climatique important et ces événements-là avec une fréquence de plus en plus accrue. D'accord, donc qu'est-ce que ça va impliquer en matière d'habitat? Je crois que vous avez un chiffre déjà, Marie-Caroline, assez édifiant. Ben oui, effectivement, en fait, cette loi climat et résilience, elle parle de chiffres. En Bretagne, par exemple, ces 10 dernières années, on a consommé 18 000 hectares de sol. Et donc, dans cette loi, il est demandé à ce qu'en Bretagne, sur les 10 prochaines années, on n'en dépense que la moitié, soit 9 000 hectares. C'est-à-dire que sur les 10 prochaines années, on ne pourra construire que sur 9 000 hectares de terre. Donc, on parlait de reconstruire la ville sur la ville. Ça, c'est vraiment un enjeu et vous, c'est votre cheval de bataille, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire reconstruire la ville sur la ville? En fait, c'est surtout réparer la ville. Réparer la ville, c'est-à-dire, on peut commencer déjà par mieux isoler les maisons, pas n'importe comment, on a parlé de matériaux biosourcés dans le reportage précédent. C'est aussi limiter les démolitions. C'est vrai qu'on a eu tendance ces dernières années pour reconstruire à forcément démolir, recommencer à neuf, et maintenant on va repenser ça, on repense plutôt réparation. Mais tout ça, effectivement, de manière virtueuse, c'est-à-dire qu'on peut aussi penser au réemploi de matériaux. C'est-à-dire qu'on démolit partiellement, on réutilise les matériaux sur un projet, on les conserve pour un autre projet. C'est transformer les bureaux vides, les logements vacants qu'on a dans les centres-villes, dans les centres-bourgs. Et puis, donc, tout ça avec de manière virtueuse, quoi. Et aujourd'hui, les architectes, les urbanistes, ils sont formés, sensibilisés à cette question. C'est vraiment quelque chose, par exemple, au niveau de l'ordre sur lequel vous travaillez pour que les architectes soient mobilisés sur la question? Oui, effectivement, c'est notre métier en fait, tout ce travail et comment on peut résoudre en fait ces différentes crises. Nous sommes formés pour ça, nous formons tous les jours sur le terrain à côté et c'est vraiment effectivement un peu notre cheval de bataille à l'ordre des architectes. Ouais. Dans tout ce que vous avez listé, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres à mettre en œuvre? Parce qu'évidemment, de faire des listes entre guillemets, de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, est-ce qu'il y a des choses quand même qui bougent déjà et des choses sur lesquelles on arrive à faire bouger les curseurs? Je pense que le plus simple, et aussi pour le particulier, c'est bien isoler sa maison. On parle d'isolation, on parle aussi de vitrage, on parle du confort d'hiver généralement, mais il faut aussi faire attention au confort d'été. On l'a vu cet été. Et donc, je pense que déjà, une bonne isolation, un bon manteau, une bonne protection solaire, et déjà, ça aide beaucoup. Ouais. Et Vincent Lemay, vous qui êtes des observateurs fins du marché de l'immobilier, c'est pas si simple à mettre en œuvre parce que ça demande un certain nombre d'ajustements. Alors, c'est pas si simple à mettre en œuvre. D'ailleurs, je reviens juste sur un point, c'est-à-dire que la ZAN, ça va aussi engendrer une artificialisation des sols qui sont déjà existants, mais notamment sur les friches industrielles. Donc, si on revient à la genèse quand même de cette loi, c'est-à-dire que le but aussi, c'est de rénover des friches industrielles pour faire de l'habitat. C'est quand même une nouveauté qui est considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les friches qui n'intéressaient personne, demain vont avoir un vrai intérêt.
Avec des enjeux de dépollution de certains sites. Avec des vrais enjeux de dépollution qui ont des coûts qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, enfin plutôt à horizon 2050, on sera obligé de passer par là. D'accord. Donc ça veut dire aussi rénover finalement 30 ou 40 ans d'industrie. Ouais. Et donc quand on parlait de faire bouger les curseurs au niveau de la loi, vous parliez par exemple de l'isolation par l'extérieur, on en parle beaucoup, mais c'est pas si simple à mettre en œuvre. Alors au terme de cette loi climat, vous avez également, ce qu'on voit tous sur des machines à laver, notamment sur des logements également, vous avez une cartographie qu'on appelle un diagnostic de performance énergétique qui va catégoriser votre bien en fonction de sa consommation énergétique entre A, donc très peu consommateur, jusqu'à G, donc extrêmement énergivore. Donc la loi climat a mis en place là depuis quelques mois la difficulté de pouvoir louer son bien lorsqu'on est en catégorie F ou G, avec des obligations de rénovation énergétique d'ici 2034 avec des échelonnements. Alors si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on a commencé déjà à geler les loyers à partir du mois d'août 2022, il y a déjà un mois, sur les catégories F et G, donc il va falloir passer à minima en catégorie E, et en horizon 2034 en catégorie à minima D. Donc ça nécessite quoi? Si vous êtes propriétaire chez vous, vous pouvez simplement isoler votre appartement ou votre maison, mais si effectivement ça nécessite des travaux qui sont beaucoup plus lourds, il va falloir soit en copropriété avoir un engagement collectif, d'accord, ou si vous êtes chez vous, simplement potentiellement aller isoler par l'extérieur. On en parle beaucoup, l'isolation par l'extérieur. Donc ça nécessite potentiellement d'aller dépasser un petit peu votre limite de propriété. Ça, c'est une nouveauté énorme, c'est-à-dire que le droit de propriété de votre voisin pourrait potentiellement être légèrement remis en question pour que votre voisin puisse isoler sa maison pour les contraintes énergétiques de demain. Ça veut dire que les contraintes énergétiques et environnementales prennent légèrement le dessus sur un droit de propriété qui existe depuis la Révolution française. Et ça rebat les cartes de cette propriété individuelle. On a parlé de reconstruire la ville sur la ville, mais c'est un peu un abus de langage parce que l'enjeu, il est aussi au niveau des bourgs, c'est-à-dire des petites communes, qu'elles soient en périphérie des villes ou plus isolées sur le territoire. Ce sont des petites communes qui attirent aujourd'hui, Vincent Lemay. On a beaucoup quand même de gens qui souhaitent acquérir à la campagne. Alors, ce qu'il faut voir en Bretagne, c'est qu'on parle depuis le Covid notamment, et depuis une dizaine d'années, de l'augmentation des prix de l'immobilier. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à présent une disproportion totale entre l'offre et la demande, parce que l'Ouest attire démographiquement, parce que le littoral est intéressant. Le littoral était beaucoup moins cher que les autres littoraux de la France, d'ailleurs. Hein. Si on comparait avec le sud-ouest ou le sud de la France, on était loin derrière. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de rétablissement, même si ça laisse encore l'accès à la propriété sur des biens d'exception. Mais on a également une repopulation des zones qui sont semi-rurales ou semi-urbaines, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Les critères sont souvent les mêmes, hein, c'est-à-dire je veux être près des écoles, je veux avoir des services de proximité près de moi, je souhaite également pouvoir être à moins d'une demi-heure maximum de mon travail. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est encore possible d'accéder à la propriété. Les statistiques qu'on peut avoir au niveau de la région, qui sont celles des notaires, précisent qu'à 180 200 000 euros, on peut encore acheter une maison avec un jardin, remplissant ces critères à une demi-heure maximum de son lieu de travail. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on a quand même des développements du télétravail donc qui ont permis également de repeupler ces zones. Alors justement, je vous propose une nouvelle escapade dans les alentours de Rennes. Partout, les communes doivent construire pour respecter leurs engagements vis-à-vis de la métropole, construire tout en évitant l'étalement urbain. On vient de le dire, c'est un sacré défi. À La Chapelle-Thoireau, l'équipe municipale a trouvé avec son écoquartier un moyen de concilier petite surface et accès à la nature, une expérimentation qui fait office de modèle pour de futurs urbanistes. L'idée, c'était d'avoir une extension urbaine très proche du bourg. Donc là, on a un grand bâtiment logement social espacile. Là, on a des maisons individuelles en lot plus libre, on va dire. Le temps d'une visite, Madame la maire devient professeure pour des étudiants en urbanisme. À quelques pas du bourg de la Chapelle-Thoireau, la ZAC de la Niche aux Oiseaux accueille 240 logements dans une configuration étonnante. Collectifs ou individuels, les îlots d'habitat sont connectés à une nature omniprésente. Pour les gens qui viennent habiter dans ces petites surfaces, il n'y a pas d'enjeu de se retrouver enfermés dans une petite parcelle de verdure, puisque en fait, ce qui n'est pas à eux, qui ne leur appartient pas, mais qui est à eux, c'est tout l'espace communal. Ils n'ont pas d'entretien, ils ont des arbres, mais ils n'ont pas la tonte et tous les inconvénients, on va dire, de leur présence. Les arbres ont tous été rachetés avec les terrains et soigneusement préservés, comme les haies bocagères et les noues pour prévenir les inondations.
Pour ces futurs professionnels qui devront penser l'habitat de demain, les arguments de l'écoquartier font mouche. Bien sûr, forcément, on se dit que c'est sûrement le chemin à suivre pour le futur. C'est intéressant parce que c'est des projets qu'on ne voit pas tous les jours, c'est assez atypique et du coup ça montre aussi un autre côté de l'urbanisme qu'on ne voit pas forcément dans les théories ou qu'on nous explique. Un face-à-face donc entre la théorie et la pratique, avec une élue devenue au fil du temps spécialiste de son sujet. On apprend en faisant, bien sûr. J'ai appris plein de choses sur le bâtiment en même pas 3 ans là, puisque en tant que maire j'ai vraiment l'urbanisme comme vraiment centre d'intérêt précisément, et j'ai appris des choses sur le bâtiment en 3 ans que j'avais jamais vues dans toute une vie, quoi. Donc on apprend plein de choses en étant élu, oui. L'argent récolté dans l'opération servira à construire la future médiathèque de la commune, tout en matériaux biosourcés, évidemment. Marie-Caroline Thébault, une petite réaction par rapport à ce reportage. Ça vous parle, vous, en tant qu'architecte? Oui, effectivement. Donc c'est intéressant de voir comment le végétal en fait revient au milieu des habitations, au milieu des maisons. Ce qu'il faut voir aussi quand on crée un écoquartier, c'est quels sont les matériaux utilisés, demandés dans le cahier des charges. Donc on en reparle encore, des matériaux biosourcés, géosourcés. Comment se fait la rétention des eaux à la parcelle, comment sont faites les toitures, est-ce qu'on végétalise, etc. Et ce qui était important aussi dans ce reportage, et on le voit beaucoup chez nous, c'est qu'il peut y avoir une différence de température entre les centres-villes et les campagnes de 10 degrés la nuit. Et c'est vrai que la végétalisation aide en fait à rafraîchir. Et donc, pour revenir sur les centres-villes, il faudrait revégétaliser aussi, arrêter les îlots de chaleur, enlever le bitume, débitumer et décarboner nos centres-villes et ramener la végétation, comme on vient de le voir dans ce reportage, en ville aussi. Oui. C'est effectivement un enjeu important, ces îlots de chaleur. On en entend vraiment fréquemment parler. On va maintenant passer à notre fameuse chronique Actu. Alors Vincent, ce mois-ci, vous avez la double casquette, mais je vais vous laisser donc nous parler un petit peu des nouveautés, des changements survenus ou qui adviendront dans les prochaines semaines. Alors, quelques actus aujourd'hui. Déjà, je vais vous parler de la hausse des taux d'intérêt. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que sur un emprunt sur 20 ans, en début d'année, donc 2022, on empruntait à peu près à 1,10%. Fin août, on emprunte à 1,85% sur 20 ans. C'est une augmentation qui est significative. Alors, la difficulté qu'on peut rencontrer en ce moment, c'est qu'on a des taux d'usure qui sont à 2,67%, qui devraient augmenter prochainement. Donc vous avez un effet de croisement entre les deux qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'emprunter. Mais ça va durer quelques temps. Alors, emprunter à 2%, c'est pas aberrant. C'est-à-dire que si on revient encore quelques années en arrière, plus élevé que ça. 2%, ça reste quand même extrêmement possible d'accéder à la propriété, d'emprunter. Il faut comparer avec nos voisins européens où on a des taux qui sont nettement supérieurs. D'accord ? Donc, le corollaire de tout ça, c'est que le livret A augmente aussi. Et donc, depuis 10 ans, le livret A n'a jamais été aussi élevé que depuis le 1er août de cette année, puisqu'on passe à un livret A qui est à 2% désormais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien. On parle de la prolongation de l'aide à l'embauche d'alternants. Oui, alors si vous embauchez des alternants, vous pouvez avoir des aides de l'État. Alors ça dépend si l'employé a plus ou moins de 18 ans. S'il a moins de 18 ans, vous pourrez avoir jusqu'à 5 000 € d'aide. Et s'il a plus de 18 ans, jusqu'à 8 000 € d'aide jusqu'à Bac+5. Alors c'est réservé aux entreprises qui ont moins de 250 salariés. Et puis deux petites informations par rapport à des événements qui vont se tenir sur le territoire. Un événement le 24 septembre, ça commence le Festival Georges, organisé par la Maison d'Architecture et des Espaces de Bretagne, dont nous avons la vice-présidente aujourd'hui parmi nous. Donc ça va se dérouler du 24 septembre au 9 octobre et c'est gratuit, donc voilà. Allez-y en nombre. Et puis évidemment, c'est un festival qui est dédié aux adultes, mais également aux enfants. Voilà, donc on va dire un festival pour populariser l'architecture, les formes architecturales auprès du grand public. C'est vraiment ouvert à tous. Un dernier événement ? Dernière actu, on a beaucoup d'attrait et beaucoup d'intérêt pour cette journée qu'on appelle la Journée de la Famille, qui aura lieu sur ce même plateau, mais diffusée sur une plateforme qu'on diffusera en même temps sur le net. Donc c'est un grand événement, on aura à peu près 200 notaires mobilisés pour répondre en temps réel à vos interrogations.
D'accord. Les journées de la famille, donc le 8 octobre. On termine avec quelques questions téléspectateurs, si vous voulez bien Vincent, il nous reste une petite minute. Je souhaite améliorer l'isolation de mon logement. À quelle aide pour financer les travaux de rénovation ai-je droit? Alors on en parle souvent sur ce plateau. Je vous invite simplement à aller sur le site qui s'appelle france-rénov.gouv.fr. Vous avez toutes les informations. Donc vous avez par exemple ma prime Rénov, c'est Sérénité, l'éco-prêt à taux zéro, j'en passe et des meilleurs. Tout est bien détaillé sur le site du gouvernement. Je vais terminer avec vous, Marie-Caroline, si vous voulez bien, parce que le Conseil de l'Ordre des architectes a édité un plaidoyer l'an dernier qui a trouvé un certain écho auprès de nos politiques. Effectivement, donc l'Ordre a dévoilé en début d'année un plaidoyer donc, avec 16 propositions face aux crises. Donc, on en parlait tout à l'heure, crise sociétale, environnementale, pénurie de matériaux. Et donc, en fait, c'est à destination des politiques. Voilà, pour leur donner des clés concrètes pour faire avancer les choses. On voit que c'est sur la bonne voie puisque vous avez trouvé un écho plutôt favorable et avez été remerciés par ces politiques pour toutes ces propositions. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission autour de l'habitat de demain qui est un vaste sujet. On aurait pu rester facilement une heure de plus. On en reparlera sans aucun doute Avec vous au quotidien. En attendant, on se retrouve le mois prochain autour d'un nouveau thème. Merci à vous.